Premier forum, comment on peut appeler ça? Forum du réemploi, c'est ça, hein? C'est la première édition. Effectivement, quand on avait pensé cette table ronde, on l'a pensé autour de, on regarde en arrière, il y a une dizaine d'années, on était tous intéressés, et on l'est tous encore, mais par le réemploi et avec, Matière grise notamment, cette exposition qui nous a tous marqués, l'impulsion donnée par Encore Heureux, des expériences ailleurs, Rotor, Superuse. Enfin, il y avait des acteurs, mais bon, c'était assez balbutiant. Aujourd'hui, il y a quand même 10 ans qui se sont passés, un peu plus. La filière s'est structurée. Les acteurs se sont engagés, notamment dans des segments qui étaient complexes et qui bloquaient finalement la massification du réemploi. Entre-temps, on va dire que la réglementation aussi a suivi. Il y a eu la RE 2020 avec ses niveaux de plus en plus exigeants, bas carbone. On en est au 25. Certains travaillent sur le niveau 28. La loi AGEC, je sais jamais. Merci. Alors j'ai vu tout à l'heure 4% d'objectifs en 2027. Moi j'avais 5% en 2028, mais bon, c'est à peu près voilà, ça veut dire qu'il y a quand même un gros gap à franchir. On s'est rendu compte aussi que, en préparant cette table ronde avec Sarah, que la question avait du réemploi bute et a beaucoup buté sur la question de la caractérisation et la traçabilité des matériaux, qui renvoie aux problématiques assurantielles, mais pas seulement, techniques et économiques aussi. Donc c'est un peu le sujet qu'on a voulu interroger ce soir avec nos invités que vous avez à peu près tous, pas tous, non, rencontrés tout à l'heure dans les Pechakucha, qui se sont présentés, qui ont présenté leurs entreprises et leurs activités. Alors, je représente tout le monde. Donc, Frédéric Adam, qui est directeur et cofondateur de Plateau Circulaire, qui n'était pas là tout à l'heure. Je fais dans l'ordre alphabétique. Anouchka Benakli, qu'on a entendu finalement, qui est ingénieur économiste économie circulaire au CSTB. La direction économie et ressources. J'ai mes petites notes, sinon j'oublie des choses. Anthony Ferrard, qu'on a entendu aussi tout à l'heure pour Territoire, la SPLA de Rennes Métropole, aménageur, et qui est responsable de l'opération Grande Prairie, qui est juste à côté d'ici, à côté des Halles en commun. Hervé Potin, qui est architecte, agence Guinée-Potin à Nantes, et qui est architecte aussi, qui travaille dans le quartier et qui va un peu expliquer aussi sa démarche pour l'îlot Grande Prairie, enfin l'opération qui réalise Grande Prairie. Donc pour commencer, je reprends mes petites notes. Pierre-Luc. Et Pierre-Luc Le Goff. Ah ouais, mais aujourd'hui, non, il y a trop de monde en fait, j'y arrive pas. Qui est bureau de contrôle, excuse-moi, Alpes Contrôle, donc qui est référent technique réemploi. Et on en a discuté tout à l'heure, il a expliqué l'émission. La question qu'on se posait, donc initialement, on se disait, ce qui serait intéressant, c'est de partir d'un exemple, un exemple concret aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur une opération et où on en est pour la maîtrise d'ouvrage. Et c'est pour ça que je voulais donner la parole pour commencer à Territoire, qui a une expérience sur Grande Prairie, qui va nous raconter un petit peu comment le réemploi a été inclus dans cette opération qui date finalement dans sa programmation d'il y a déjà un bon petit moment. Et je te laisse la parole pour que tu nous expliques comment le réemploi s'inscrit dans cette opération Grande Prairie, qui ne se limite pas au réemploi, mais qui est un îlot bas carbone. Oui, je vais vous raconter un petit peu le déroulé de ce projet. Tu disais que ça faisait un petit moment que c'était un projet qu'on avait démarré il y a un petit moment. On l'a démarré fin 2020. Ça fait donc 5 ans qu'on travaille sur ce secteur et les chantiers ont démarré il y a quelques mois. Donc nous, on est très heureux de voir arriver les grues là sur le secteur de Grande Prairie. Ça veut dire qu'on a bien travaillé et que les objectifs sont atteints et qu'on est au rendez-vous sur ce secteur. Le rôle d'un aménageur, pour ceux qui ne connaissent pas ce que l'on fait sur nos opérations, on n'est pas des constructeurs en fait. Nous, on a un rôle de prescripteur sur les bâtiments qui sont construits. En fait, on engage des consultations pour désigner soit les promoteurs ou bailleurs qui seront en charge de la construction des bâtiments.
Et donc, en 2020, on est dans un contexte, tu le disais tout à l'heure, on est au balbutiement de la RE. Nous, sur cet écoquartier, on a à cœur de travailler en tant que laboratoire de la ville de demain. Enfin, c'est un peu cette ligne conductrice qu'on se donne. On travaille sur une consultation en souhaitant anticiper la future réglementation qui était en cours de rédaction, qu'on avait du mal enfin, on la voyait pas atterrir en fait. La RE à ce moment-là, il y avait plein de débats sur ce qu'on va y mettre, tout ça. En parallèle, il y a la démarche plus c'est moins qui commence à arriver, et donc on se dit bah nous, tant pis, on va pas attendre la RE, on lance cette consultation et on va essayer d'anticiper la future réglementation. Donc on va même pas viser la RE 2020, on va demander aux équipes d'atteindre la RE 2025, sachant qu'on savait pas on n'avait pas en tête, enfin on n'avait pas encore connaissance de tous les modes de calcul, mais voilà, on se fixe cette ambition à ce moment-là, fin 2020, et on intègre aussi une approche qui est sur la question des matériaux biosourcés. En fait, on avait vraiment envie de travailler cette question-là. En fait, sur chacun des îlots qu'on lance en consultation sur la Kourouse, à chaque fois, on essaie de viser une nouvelle thématique sur lesquelles on essaye d'être le plus exemplaire possible. Et donc là, on avait visé la question des matériaux biosourcés, géosourcés. Et donc on lance un peu une consultation sans avoir tous les tenants aboutissants, mais en se disant que on va réunir 6 équipes autour d'une table sous forme d'atelier, et que de ces 6 équipes va émerger des idées, va émerger les meilleures réponses pour atteindre ces niveaux qu'on a fixés. Et on s'appuie sur un bureau d'études qui s'appelle ZEFCO pour nous accompagner, parce qu'on a besoin d'apprendre, on a besoin de s'acculturer à ces questions de biosourcés, de géosourcés et de réemploi. En 2020, il n'y a pas encore Bâti Récup, ou alors vous étiez au tout début de votre création, il n'y avait pas la plateforme en tout Non, cas. il n'y a pas la plateforme. On voit des acteurs arriver en région parisienne, en région nantaise, et donc on s'appuie avec un acteur qui s'appelle le Cercal sur la constitution une forme d'un label qui va nous permettre nous, en tant qu'aménageurs, de pouvoir contrôler et d'être sûr que les opérateurs vont atteindre ces objectifs. Sur la question du réemploi, je vais pas mentir, on est à un niveau assez, enfin, on est au démarrage d'une ambition forte sur ce secteur. Ce qu'on a vraiment voulu pousser, c'est vraiment la question du biosourcé, géosourcé. Et donc sur la question du réemploi, on impose à toutes les équipes d'intégrer une famille de produits issus du réemploi. Et on intègre aussi du recyclage et de la réutilisation de matériaux dans les constructions, mais c'est vraiment comme ça qu'on a imaginé la chose. Et donc on lance cette consultation. En parallèle, on prend la décision de porter aussi la consultation des équipes de maîtrise d'œuvre, et on fait des mariages forcés entre opérateurs et équipes de maîtrise d'œuvre, avec cette idée d'aller chercher les bonnes compétences, d'aller chercher des équipes d'architectes qui intègrent dans leur groupement ces compétences en matière de matériaux biosourcés et de réemploi. Et on va chercher des équipes qui ont soit des réalisations sur ces questions-là, soit une appétence sur cette approche. Et en fait, on les a mis autour d'une table, enfin, autour d'une grande table, parce que 6 équipes, ça fait du monde. On avait les bureaux d'études qui sont venus à chaque fois sur ces ateliers, ce qui est très rare. D'habitude, on a uniquement le représentant de l'équipe de maîtrise d'œuvre qui est là. Et là, on a parlé fiches produits, on a parlé réglementation, on a parlé poids carbone de nos aménagements. Ces ateliers, ils ont duré en physique, ils ont duré 8 mois. On a duré un peu plus, enfin, ça a duré un peu plus longtemps. Je pense c'est 1 an, voire un peu plus, ouais, sur ce secteur-là. Et ce qui était intéressant, c'est que à chaque fois, les équipes, elles échangeaient entre elles aussi. Euh, et on aboutit à un projet qui est quand même enfin, très ambitieux et très intéressant. C'est-à-dire que tous les programmes atteignent le niveau RE 2025. Il y en a un qui atteint la RE 28, c'est le tien. Ils atteignent tous le niveau 3 du label biosourcé. Et en fait, chaque bâtiment, à l'exception d'un seul, intègre la paille hachée en isolant. Donc on est sur une structure noyau béton et bâtiments qui sont montés en FOB, isolation paille, et FOB sur les bâtiments. Me connaissance, il n'y en a pas énormément en France qui sont dans ce cas-là. Et
ce qui est intéressant, c'est que on a vraiment voulu travailler la question de la massification. Tout à l'heure, c'était abordé plusieurs fois dans les Pechakucha, cette idée de massification, c'est-à-dire que on s'est attelé à travailler sur, ça par le bureau de contrôle, mais sur des techniques courantes. C'est-à-dire qu'on a montré qu'on pouvait monter en R+11 sur des constructions qui intègrent de la paille en isolant, sans avoir besoin d'aller chercher un ATEX. Et donc là, c'est la résultante. Et puis juste pour finir un peu sur la question du réemploi, il y a deux types de maîtres d'ouvrage sur ce secteur. C'est vraiment le constat qu'on se fait. Vous avez les bailleurs qui eux ont du patrimoine, qui sont en capacité, qui ont engagé des travaux de démolition, voire de réhabilitation, ça a permis de réutiliser ces éléments-là dans les logements, puisqu'il y a un... Tu parles de Clélé? Non, alors le bailleur, c'est Espacil, tu vas peut-être en parler un peu plus, ouais. Qui a sur un projet de démolition récupéré notamment des radiateurs pour les réutiliser dans les logements. Donc les bailleurs sont un peu plus enclins à intégrer du réemploi dans les logements. Et après, on a plutôt les promoteurs qui, eux, se sont pas encore mouillés ou confrontés à cette question du réemploi dans les logements. Pour le moment, ça reste encore un petit blocage qui est sans doute plus un blocage psychologique qu'un blocage technique, qui eux l'ont travaillé quand même dans les communs, notamment sur les espaces d'attache vélo, les espaces paysagers. Donc on en est là aujourd'hui sur Grande Prairie, et demain notre objectif, c'est de travailler la question du réemploi sur une autre échelle, mais cette échelle, c'est l'échelle des halles en commun, où là on a à la fois des gisements, ce qu'on n'avait pas sur Grande Prairie. Grande Prairie, c'était un terrain nu, et sur lesquels, Médith en parlait tout à l'heure, mais il y a vraiment une ambition forte sur la question du réemploi. Donc on a fait un test sur cette approche-là, sur un projet qu'on a démarré en 2020. L'aménagement, c'est le temps long, c'est parfois un peu la frustration qu'on peut avoir, et l'idée, c'est d'aller plus loin encore sur cette approche. Merci. Je juste pose une question dans la question. Quand tu parles des ateliers sur lesquels vous avez travaillé en 2020, donc 21, j'imagine que ces ateliers qui durent 1 an ou qui réunissent des bureaux d'études, un aménageur, des architectes, vous avez tous un peu monté en compétence à ce moment-là, non? On peut dire ça comme ça aussi. Personnellement, oui. Ce qui est intéressant, on a peu l'habitude de faire travailler les équipes comme ça sous forme d'atelier. D'habitude, ce qui se passe traditionnellement, c'est que vous avez les équipes de maîtrise d'œuvre qui viennent présenter les projets à l'urbaniste, et puis on échange sur cette base-là. Là, par exemple, le premier atelier qu'on l'a fait, le terme n'est pas très joli, mais on l'avait appelé l'atelier martyr. C'est-à-dire que on avait demandé aux équipes de venir sans esquisse, sans volumétrie, mais juste de critiquer la fiche de l'eau, ou de critique constructive, hein, bien sûr, mais de se dire, voilà, nous on a un urbaniste qui a dessiné cette fiche de l'eau. Dites-nous ce qui va ou ce qui va pas dans cette logique de massification des produits biosourcés. Et en fait, quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, c'est que nos bâtiments étaient trop étroits par rapport aux contraintes de l'ARE, notamment sur les contraintes d'isolation, parce que les isolants sont plus épais que ce qu'on avait imaginé, donc on perdait ce qu'on appelle de la CHAB, de la surface habitable, et donc on a dû revoir toutes nos fiches de l'eau après le premier atelier, notamment pour monter d'un étage nos bâtiments. Donc on a un peu inversé les rôles dans ce premier atelier, et l'accompagnement de ZEFCO nous a beaucoup aidé aussi sur comment est-ce qu'on pouvait s'acculturer sur ces questions-là, puisqu'on a fait venir aussi des représentants de filière sur les 2-3 premiers ateliers. Il y avait les représentants de la filière paille qui étaient venus, Terre Crue qui était venu aussi, et Réemploi, tu étais venu aussi, tu avais présenté ta démarche, et c'était aussi cette idée de dire, voilà, je présentais tout à l'heure dans le Pechakucha, nous, cette nécessité aujourd'hui en tant qu'aménageur de travailler la question du sourcing, et c'est très bien que tu organises cette journée, parce que ça nous permet de voir des nouveaux acteurs. Il y en a sans cesse qui émergent, et nous, ça nous permet aussi de nous remettre en question sur nos pratiques et de les intégrer dans nos opérations en tant que prescripteur. Ouais. Merci. Du coup, Hervé, je te pose la question, puisque toi, tu participais aux ateliers et tu réalises un des bâtiments de Grande Prairie.
Mais plus largement, quand on reprend notre idée de faire un petit coup dans le rétroviseur et regarder comment dans la pratique d'architecte, maîtrise d'œuvre, s'inscrit aujourd'hui ta pratique à toi, le réemploi, et comment ça a évolué. Qu'est-ce que tu peux en dire de manière générale et peut-être plus un focus sur Grande Prairie? On va peut-être déjà focus sur Grande Prairie avant Comme de... tu veux. dans ce sens-là, c'est plus simple. Ouais, on part de l'exemple en général. Bah effectivement, alors Grande Prairie, la difficulté pour nous, c'est que les curseurs ils sont montés très haut sur tous les points, c'est-à-dire et sur le biosourcé et donc sur le réemploi. Et que bah, la difficulté, c'est forcément qu'on a un coût. Bon, moi je parle directement d'économie, mais qu'on a un coût d'objectif et il faut respecter pas mal de choses, une granulométrie de logement, une fiche de l'eau, un bureau de contrôle, qui est Socotec pour le coup, pas le contrôle. Et voilà, ça fait pas mal d'éléments à prendre en compte. Et c'est vrai que pour nous, alors, au même moment, nous, on l'a gagné en 2021 avec Espacil, donc on arrive toujours un peu après, c'est normal, le démarrage. On l'a gagné en 2021, la fiche, enfin, c'était assez clair en même temps les objectifs. Et c'est vrai qu'on est un peu tous partis billes en tête sur la paille, hein, sur l'ensemble des îlots avec les autres équipes, puisque effectivement il y avait ces profils hein, qui étaient venus nous amadouer sur la paille, mais avec lequel on bosse d'ailleurs parallèlement sur d'autres projets. C'est pour ça que je vais revenir en arrière, mais nous ça fait pas mal d'années. C'est Yellow. Alors non, justement c'est le concurrent. C'est Davy, le méga, qui fait des bottes de 36, mais qui fait des bottes de 22 industrialisées. Donc que vous connaissez sûrement. Enfin, nous, on bosse depuis pas mal de temps avec lui sur d'autres projets, et c'est vrai que cette montée en compétences-là, on a réussi à la voir, enfin, parallèlement grâce à lui, sur d'autres projets qu'on avait fait, et plutôt en marché public. Et la difficulté, c'est de partir de nos compétences ou notre savoir-faire en équipement, et de le balancer en logement, parce que du logement en mixte, on en a fait beaucoup, hein, du noyau béton avec du FOB bois. Ça, on en a fait pas mal de temps. D'ailleurs, à Champy, une opération qu'on a fait en 2008. Donc, ça remonte déjà un peu sur de l'intermédiaire. Et donc, si je rebondis sur Jacques Rose, le curseur en plus, c'est que là, on passe de l'isolant minéral qu'on avait mis en place à Angers à de l'isolant biosourcé. Et donc, bah, au début, on a beaucoup été suivis par l'aménageur, nous par Espacil. C'est vrai que Profibre a fait quand même pas mal de pub pour ça. Et sur la question en plus de ces sujets biosourcés, la question du réemploi, elle se logeait où alors dans ton travail? Est-ce loger Alors, c'est vrai que c'était une demande de l'aménageur, mais aussi une demande d'Espacil. Alors nous, la chance de travailler avec Espacil, ils sont pas là, mais ils auraient pu aussi en témoigner, c'est qu'ils ont un patrimoine immobilier énorme, puisque c'est un bailleur. Donc ils ont un patrimoine parfois qu'ils démolissent, et cette démolition fabrique finalement de la possibilité de recyclage, un gisement, ouais, voilà. Et donc, bon, au début, évidemment, il y a toujours des ambitions de recycler menuiserie, pardage, etc. Bon, on s'est plutôt orienté assez tôt, enfin, voilà, de manière assez modeste hein, sur des équipements sanitaires, donc lavabo et radiateur. Je regarde encore Sarah qui confirme. Et donc, c'est vrai que jusqu'à l'appel d'offres, on est parti là-dessus. C'est ce qui a été validé au final. Et du coup, il y a un lien qui me manque parce que Espacil déconstruit. Il y a un gisement, il le stocke chez Bâti Récup. Qui est derrière là-bas. Qui est derrière là-bas, ouais. qu'on a pu voir. Et du coup, après, la prescription, c'est on arrive à finalement une famille de produits. C'est ça, ouais. Alors nous, donc le bureau d'études, on bosse avec Pouget, qui a une antenne, enfin qui bosse à Nantes et qui a une antenne ici. Et donc Pouget a décrit, donc en lien avec Bâti Récup, enfin ils sont allés voir hein, les fameux radiateurs, les lavabos. Circulaire, du coup, et ouais. Consulter aussi. Pour valider ce qu'on pouvait positionner dans les logements, le nombre, valider aussi avec Espacil, évidemment. Et là, une difficulté récente, alors je saute dans le temps, là, donc le chantier a démarré. C'est la grue qui est là-bas au fond, d'ailleurs. Une des grues, ouais. Mais elle est pile dans l'axe. Et le chantier a démarré. Donc là, la difficulté qu'on a, c'est que donc BST, qui est l'entreprise donc, de plomberie, qui a eu le marché de plomberie sanitaire,
doit valider finalement la puissance des radiateurs à remettre en place dans le logement, puisque forcément, il doit un calcul de puissance énergétique pour chaque pièce, un salon, etc. Et donc, il faut que les radiateurs récupérés soient propres à cette puissance-là. Donc voilà, là, il y a des petits échanges en ce moment entre Pouget, Espacil. Il n'y a pas de marge de manœuvre sur ce type de... Parce que bon, c'est pas dit qu'ils aient la bonne puissance, hein. Alors c'est ça oui, effectivement, c'est ça le. Donc là il y a deux dimensions. Ouais, non mais moi aussi. Hein. Enfin, du coup on balbutie encore. Hein. Donc il y a deux dimensions de radiateurs. Ils ont été super bien sablés, etc. Laqués. J'ai vu des photos, ils sont super beaux. Et voilà. Merci. Et non mais c'est vrai qu'ils sont des beaux radiateurs fonte, hein, un peu à l'ancienne, mais qu'on va mettre dans les logements. Et là la difficulté c'est que Espacil, enfin, là c'est pour la partie en plus accession. Donc ils ont vendu dans la notice de vente un radiateur en réemploi dans chaque logement. Donc un, mais pas deux, puisque après voilà, c'est aussi ça. Et quand ils vendent ça, il y a des textes notariés pour les acquéreurs, donc ils peuvent pas non plus. Voilà. Bon, on voit que c'est quand même pas Ouais, c'est un peu simple, complexe. quoi. Voilà. Donc ça veut dire que dans les appartements, il y a un radiateur neuf et un radiateur... C'est ça. Voilà. Enfin, il y a un peu plus. Oui, il y a un peu plus. Oui, c'était justement par rapport à Espacil. Alors, je romance peut-être un peu l'histoire, mais j'ai retenu ça. Alors, l'anecdote est quand même intéressante. C'est que tu disais, Espacil, ils ont un gisement conséquent et cette idée de travailler la question du réemploi à travers, on en parlait tout à l'heure, le diagnostic PEMD, ils les avaient. Les services gestionnaires et les services aménagement discutaient pas forcément sur ce type de réalisation. Et alors, pour de la même manière, le fait d'avoir cette contrainte sur Grande Prairie, en fait, leur a accéléré la démarche au sein d'Espacil sur cette généralisation des PEMD, au-delà de la contrainte réglementaire, pour généraliser ça sur l'ensemble de leur patrimoine à partir du moment où ils lançaient une déconstruction ou une réhabilitation. Je sais qu'aujourd'hui, eux aussi, déjà ils étaient volontaires par rapport aux ateliers, ça c'est toujours intéressant de travailler avec une équipe volontaire et maintenant ils généralisent vraiment cette pratique. Et moi je trouve que ça c'est déjà une super réussite sur ce projet. Oui, ça crée un entraînement des acteurs locaux à passer à un cap supérieur sur la question du réemploi. J'ai eu un peu le tour de table pour vous poser la même question. Comment dans votre métier, puisque vous êtes des experts du réemploi, vous regardez un petit peu en arrière et vous voyez dans votre partie à vous, ce que vous avez pu, comment votre travail s'est affirmé et structuré. Vous disiez par exemple, si Pierre-Luc, tu disais que tu avais une centaine de chantiers actuellement, enfin Alpes Contrôle, pas toi, parce que ça serait compliqué, mais en cours, tous à leur échelle, avec une valeur forte de expérientielle en fait. Pour répondre à ta question, j'ai l'impression qu'on est sur une sorte de troisième vague. La première, c'est on se posait la question comment on fait, le temps passe, faut livrer un projet et on abandonne, on va faire du neuf. Deuxième vague, on commence à réfléchir à la requalification, on commence à essayer de savoir quels sont les tenants et les aboutissants pour réussir à mettre en œuvre un produit de réemploi dans un ouvrage. Et on se retrouve que ça devient compliqué, c'est économiquement non viable, d'un point de vue assurance c'est difficile, et le bureau de contrôle est bloqué, il n'a pas de mission spécifique, et on abandonne. Et là on se retrouve, j'ai l'impression, dans une troisième vague où finalement on est lancé, on fait des ouvrages de réemploi, et on est confronté à la réalité du terrain. Alors pour te répondre, chez Alpe Control, ça fait 2 ans que l'on travaille avec la direction technique pour mettre en œuvre une position en interne sur maintenant plus de 40 produits équipements matériaux. Ça passe par la charpente de bois, des garde-corps, du carrelage, du faux plafond, des rails de chemin de câble. On a quand même une liste assez étendue et puis un périmètre qu'on veut le plus accessible possible. Et ça n'a pas été facile au tout début. Et je repense à Olivier Larry d'associé où on a fait nos premiers projets de réemploi avec ce cabinet d'architecture, où finalement on est en train de récupérer on est en train de se rendre compte que finalement on aurait peut-être dû mieux faire avant. Ce que je peux dire, c'est que nous, en tout cas chez Alpe Control, on est en capacité, je l'ai dit tout à l'heure, maintenant, c'était pas le cas il y a 2 ans, de, moyennant une liste de produits qui ont matériaux, vous dire si c'est facilement réemployable, atteignable, difficile, impossible, hors mission,
Et derrière, on peut faire un chiffrage approprié sur un suivi et un accompagnement. Pour moi, un facilement réemployable, c'est un matériau qui, par un simple diagnostic visuel, sans pour autant avoir des informations sur sa traçabilité, sur son historique, on peut se permettre de dire si oui ou non il va être pérenne dans le temps. Maintenant, le réemploi, il est confronté à plusieurs difficultés liées au terrain. Je vais essayer de vous faire une liste un peu non exhaustive du retour de terrain sur les derniers mois. Déjà, pour le bureau de contrôle, tous les assureurs, vos assureurs, l'assureur de maître ouvrage, architecte, entreprise, demandent à ce qu'il y ait un bureau de contrôle qui soit missionné avec une mission spécifique. Nous, c'est le passe réemploi, mais chez un confrère, c'est une autre mission. Pourquoi il faut une mission spécifique? Parce que c'est une technique non courante. Une technique non courante, c'est une technique qui n'est pas sous avis technique, qui n'est pas sous ATEX, qui est validée par le CSTB. Ce n'est pas, ça ne rentre pas dans le DTU, etc. Donc pour pouvoir se faire valider une technique non courante, il faut déjà dans un premier temps avoir une mission spécifique sur le bureau de contrôle pour qu'il puisse émettre des avis et passer du temps dédié au contrôle d'un dossier sur mesure fait sur une technique qui n'a pas été validée par la C2P. Voilà. Dès lors qu'on est en technique non courante, il faut appeler automatiquement son assureur. Tous les acteurs d'un projet doivent appeler son assureur. Architecte, maître d'ouvrage, entreprise, bureau d'études, bureau de contrôle. À l'heure actuelle, on a un retour d'expérience sur le réemploi qui va parler à tout le monde. On ne parle pas de technique, on parle juste d'assurance. Il y a quelque chose qui n'est pas encore clair à l'heure actuelle d'un point de vue assurantiel, c'est la prise de responsabilité, le partage des responsabilités dans le montage du dossier de requalification d'un matériau. Dans les CCTP à l'heure actuelle, on voit souvent, et nous, en tant que bureau de contrôle, on se soucie juste de savoir s'il y a un requalificateur qui est pris en compte dans les pièces marchées. Mais les assureurs tiennent aussi à avoir une répartition des responsabilités. Si c'est écrit dans les CCTP, l'ensemble de la requalification à la charge de l'entreprise, eh ben, vous pouvez être suivi par vos assureurs quand d'autres assureurs peuvent bloquer. Parce que si on demande à l'assureur, à l'entreprise, d'écrire les protocoles de requalification, c'est-à-dire quel est un protocole de triage, quel est un protocole d'échantillonnage, est-ce qu'on doit faire des essais, qu'est-ce qu'on met dans le diagnostic ressources, si c'est à l'entreprise de définir les intentions, qui en plus après c'est à l'entreprise de définir, de réaliser les intentions et de produire le dossier de requalification, qui en plus il a la responsabilité de poser, et bien à la fin, s'il y a un sinistre, c'est 100% pour l'entreprise. Donc là pour moi il y a un vrai blocage à l'heure actuelle, si je peux, à mon humble position et mon retour de terrain d'une centaine d'affaires, et bien si vous voulez maximiser vos chances de faire du réemploi, il faut quand même que dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, il y ait un acteur, un requalificateur, qui prenne une part de la responsabilité. C'est pas au bureau de contrôle de dire quoi. Je peux te poser une question, Ouais, Candide aussi. Le requalificateur, c'est la personne comme plateau circulaire qui reconditionne ou pas? C'est qui le requalificateur? Pour moi, c'est comme le diag ressources. Ce sont des mots qui sont génériques. Ouais, mais c'est ça, il y a un vocabulaire pas très unifié. Voilà, c'est ça. Alors pour moi, un requalificateur, c'est un ou des requalificateurs, c'est une ou des entreprises qui participent au dossier de requalification. D'accord. Exemple des éviers, ça peut être l'entreprise qui va être lui-même en charge de vérifier si les éviers sont en capacité de réemployer. Voilà, il n'y a que l'entreprise. Okay. Maintenant, si on fait du parement de marbre de réemploi, ben là, je peux vous dire qu'il y a tout le monde qui est requalificateur. On en fait un cas à Paris, où finalement, on a besoin des plans des architectes pour faire le nouveau calpinage avec les parements de marbre de réemploi. On a besoin d'un bureau d'études réemploi pour lister les essais exhaustifs qui doivent être réalisés sur le parement de marbre le plus défavorable d'un lotrier. C'est à lui aussi de définir s'il fait des essais uniquement sur la façade nord, ou il doit faire des essais sur la façade nord, la façade est, la façade ouest. Il missionne aussi un marbrier qui viendra trier les parements qui sont déjà défavorables visuellement par ses compétences et son savoir-faire. Et on a besoin aussi des notes de calcul du bureau d'études qui viendra... Ça veut dire que c'est un nouveau métier ou c'est quoi? C'est un nouvel acteur? Pour moi, un requalificateur, ça peut être tout le monde, comme ça peut être une personne. Ça peut être un bureau d'études qui se spécialise dans le réemploi, qui va prendre, lui, 50, 60, 70% de la responsabilité. Il va écrire les protocoles de triage, requalification, essais et compagnie. Il y a le CSTV qui est là. Moi, je vulgarise un peu en réunion. Je dis, en l'absence de référentiel,
parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a que les recommandations professionnelles de charpente de réemploi, de charpente métallique de réemploi qui existent. En l'absence de référentiel, c'est à l'équipe de maîtrise d'œuvre de définir son propre référentiel propre à son projet et donc écrire ses propres protocoles. Anouchka, peut-être aussi sur la même question qui vous est adressée, un petit retour en arrière sur tout ce qui a été fait et structuré par le CSTB. Vous avez parlé de Spirou, la qualification d'une famille, je ne sais pas combien de matériaux. Il y a aussi le référentiel dont vous venez de parler sur les charpentes métalliques. Ça veut dire qu'il y a quand même des documents. Oui, alors je dirais qu'en l'espace de 10 ans, il y a quand même eu un travail de structuration. En tout cas, c'est une des missions qu'a le CSTB. Ça a commencé en plusieurs temps, comme vous le disiez, en fait, dans un premier temps, devant l'étendue des familles de produits potentiellement réemployables, il a fallu essayer de pouvoir les classer déjà par les familles qu'on pouvait considérer comme plus propices au réemploi ou moins propices, pour savoir finalement vers quoi on allait axer les efforts pour commencer la structuration de la filière. Donc en fait, il y a un classement des familles propices au réemploi qui a été effectué par le CSTB, donc sur la base d'une analyse en fonction de la présence de gisements, de tout un tas de facteurs qui ont permis déjà de pouvoir un peu aiguiller le marché et surtout aiguiller vers quelle famille de produits on allait essayer de se prioriser derrière, justement pouvoir commencer à construire des méthodologies qui soient harmonisées et qui permettent de faciliter l'intégration du réemploi dans les chantiers. Donc le deuxième travail qui a été fait et qui est toujours en cours, c'est justement d'accompagner les acteurs, mais aussi parfois de le faire, de piloter aussi les projets, mais finalement de rédiger justement ces référentiels qui sont parfois manquants sur le marché et qui vont décrire une méthodologie partagée et harmonisée pour le réemploi d'une certaine famille de produits. Donc ça va commencer depuis le diagnostic. Donc on a vraiment dans chaque document les différentes étapes de la démarche de réemploi. Donc le diagnostic initial, derrière la lotification, l'échantillonnage, le protocole de requalification et puis la remise en œuvre. Et pour chacune de ces étapes, on a des préconisations qui sont associées. Ces préconisations, elles viennent de retours d'expérience. C'est pour ça qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, finalement, c'est qu'il faut avancer un peu, avoir assez de retours d'expérience, pouvoir rédiger un document et puis continuer à avancer. Enfin, ça fonctionne en étapes, un petit peu en accordéon, quoi. Donc aujourd'hui, il y a eu plusieurs projets qui ont abouti. On a déjà un certain corpus de notes et de guides méthodologiques sur les familles de produits. Donc je précise, hein, ces référentiels, ils ont la valeur qu'ils ont, mais ils n'ont pas au regard de l'AQC, par exemple, de l'agence qualité construction, donc ils ne sont pas reconnus par la C2P, donc ils ne font pas office de référentiels reconnus par les assureurs. Mais pour autant, ils permettent déjà d'avoir une sorte de partage commun, donc de aussi pouvoir se baser sur un document unifié quand on veut intégrer du réemploi, et ça facilite quand même les prescriptions. Et puis après, donc pour répondre je dirais que là, on va se diriger après dans plusieurs scénarios en fonction des familles de produits et des opérations dans lesquelles on est. Pour certaines familles de produits, pour certaines opérations, en fait, ces référentiels, ils vont être suffisants pour avancer dans le chantier, pour permettre la validation de cette intégration de réemploi. Pour d'autres, ça ne va pas être suffisant, soit parce qu'on va être considéré parce qu'on va être concerné par ce qu'on appelle la garantie décennale. Donc, ça va être tous les produits qui concernent le clos et le couvert d'un ouvrage. Tous les produits qui concernent ce clos et ce couvert doivent être couverts par la garantie décennale. C'est là que les assureurs rentrent en jeu. C'est là qu'on va établir est-ce qu'on est en technique courante, non courante, et c'est là qu'en fait la complexité s'installe. Pour répondre à cette complexité de comment est-ce que je peux permettre à mon produit de réemploi de basculer en technique courante, il y a deux scénarios qui sont aujourd'hui possibles, qui ont été aussi construits. Il y a un scénario entre guillemets à court terme
on en a un peu parlé, qui est donc une ATEX, qui est une procédure d'évaluation technique qui est menée par le CSTB, qui permet, lorsqu'elle est favorable, de basculer en technique courante. Pour autant, et on en est conscient, c'est une procédure qui prend du temps, qui a un certain coût, qui est adaptée, je dirais, à certains types d'opérations qui vont avoir soit une grande envergure, soit où on va utiliser des produits de réemploi qui impliquent, on va dire, la sécurité du bâtiment. Enfin, on a un risque avéré. Et puis il y a aussi une possibilité pour certains acteurs de faire des ATEX sur un certain nombre de chantiers, mais je ne vais pas m'étendre plus en détail là-dessus. Et puis il y a l'autre voie qui a été ouverte par l'AQC, qui est une voie, je dirais, à long terme, qui est cette possibilité d'avoir ce qu'on appelle des recommandations professionnelles pour le réemploi. Donc ça, c'est une case que l'AQC a mis en place, qui n'existait pas avant, qui permet tout simplement aux produits de réemploi de basculer en technique courante. Aujourd'hui, il y a un document, comme vous le disiez, qui existe, c'est le document sur les structures métalliques. Là, on est sur des projets vraiment long terme, mais entre guillemets, à ce moment-là, il n'y a plus de problème qui se pose du moment qu'on rentre dans le cadre de ce référentiel-là. On bascule forcément en technique courante et en fait, on rentre dans le même schéma que les produits neufs où finalement, quand on se pose une question, on se rattache au référentiel et on le justifie de cette manière. Tout le processus que vous décrivez, c'est celui qui a suivi les biosourcés il y a quelques années finalement et qui n'est pas terminé d'ailleurs pour certains produits. Peut-être je vous donne enfin la parole, excusez-moi. Mais donc plateau circulaire, donc vous êtes un acteur engagé qui a fait évoluer aussi le secteur par le reconditionnement, la caractérisation des produits de réemploi. Qu'est-ce que vous pouvez, avant de parler du reconditionnement, puisque c'est le thème abordé plus largement, mais vous, dans votre expérience professionnelle, comment vous avez vu cette évolution et à quel moment vous vous êtes dit c'est comme ça qu'il faut travailler. J'ai vu votre diagramme là que je recommande à tout le monde parce qu'il est assez clair. On voit très bien qu'il y a des familles. Tout ce qui a été dit ici était très intéressant, mais vous pouvez tout oublier pour deux raisons. Première raison, on est là pour faire du bas carbone et de l'économie circulaire. Les problèmes d'assurance se posent en cas de problème de décennale. C'est ça qui crispe tout le monde. Tout ce que vous avez dit là, c'est très important pour la décennale. Mais il y a 30 ou 40% des impacts carbone des bâtiments, c'est sur du second œuvre. Pas de problème de décennale, on peut tout oublier, en fait. Il n'y a pas de problème. Deuxième raison. Problème d'assurance. Pas de problème d'assurance. Non, en fait, c'est pas un sujet décennal, quoi. Voilà. Bon. Voilà. Donc, en fait, on peut se détendre pas mal sur 30 ou 40% du bilan carbone d'un bâtiment. Donc, beaucoup de catégories de produits, en fait. D'ailleurs, dans les catégories de produits qui ont été mis en avant par le CSTB pour être réemployables, de mémoire, il n'y en a que 2 qui posent problème, enclos et couverts et structure. En fait, tout le reste, c'est plutôt du second œuvre. Alors, il faut faire un peu attention sur l'électricité et les pots de coups-feu, mais tout le reste, ça se passe bien. Deuxième raison, acheter plateau circulaire, c'est garanti, c'est assuré. Voilà. Tout n'est pas garanti et assuré quand même. Et la majorité des produits qui sont... tous les produits reconditionnés chez nous sont garantis, assurés. On n'est pas les seuls à faire du reconditionnement. Donc, Je pensais que ça portait que sur 4 ou 5 familles de produits. Alors, si on prend la fameuse liste du CSTB, c'est un peu plus. Ouais. Chez le plateau circulaire et Proclus, voilà, déjà, on a un bon... sur un bâtiment. Et voilà. Ouais, 20 ou 30% de bilan carbone en moins. Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai. Ouais. Alors maintenant, l'historique. Donc, on vous avait parlé tout à l'heure de matière grise. On est un peu des enfants de... Voilà, d'Encore Heureux. En fait, l'idée d'une plateforme de réemploi de reconditionnement est née sur un des chantiers expérimentaux d'Encore Heureux, qui était la Grande Halle de Colombelle en Normandie. Donc, une réhabilitation d'un bâtiment, d'un tiers-lieu, on va dire. C'est un ERP, un marché public, et on avait un lot réemploi avec un objectif de faire 20% de matériaux de réemploi dans la réhabilitation. Donc des ambitions assez importantes. Et en fait, donc à l'époque, le plateau circulaire n'existait pas. En réemploi, en Normandie, on n'en parlait pas, pas trop. Enfin, il n'y avait pas d'acteurs, en tout cas, identifiés. Et en fait, on a monté un groupement d'entreprises pour répondre à ce lot réemploi. Et en faisant ce travail,
on s'est dit quand même, donc c'était un super projet où on a beaucoup appris, mais on s'est dit à la fin, on va pas pouvoir répéter, si le réemploi c'est répéter cette expérimentation-là, ça va pas le faire. Pourquoi ? Parce que on a dû, pour reconditionner les matériaux et même simplement les stocker pour qu'ils soient à la disposition du projet, on a créé un atelier en fait dédié sur le site. Donc on avait de l'espace, c'était un grand site industriel désaffecté. Et puis il y avait un peu de budget parce que c'était c'était un projet expérimental, mais on se met en centre-ville sur un site contraint et puis on a du logement social et c'est terminé, on fait plus de réemploi parce que on ne pourra pas déployer cet effort-là. Donc on s'est dit il nous faut absolument mutualiser ces efforts au moins de stockage des matériaux. Et donc il nous faut une plateforme qui sert au territoire et qui stocke les matériaux entre les chantiers. Voilà, on a commencé à réfléchir à ça, on s'est dit le modèle économique ça n'a pas marché. Mobiliser du foncier pour revendre des matériaux, tomber du camion au cul du chantier, non remis en état, c'est ça que je veux dire, donc avec une valeur très faible, ça marche pas. Économiquement, c'est pas possible. Donc on est allé chercher le reconditionnement pour apporter plus de valeur dans ce modèle économique, et aussi parce que l'expérience de ce chantier nous a montré que une fois qu'on a des matériaux qui sont reconditionnés, prêts à poser, remis en état pour les entreprises, c'est quand même beaucoup plus facile. C'était le gros intérêt de ce lot réemploi qui avait pour mission d'aller chercher les matériaux et de les requalifier, en créant des dossiers techniques bien complets avec l'avis de tout le monde, et en proposant un protocole de reconditionnement. Donc on s'est dit on va créer cette entreprise-là et on va cibler des matériaux qui sont faciles en termes d'assurance, qui ne posent pas en théorie de problème d'assurance, donc tout le second œuvre, et en plus ce sont des matériaux qui sont assez standardisés dans le bâtiment. Donc quand on prend des radiateurs en fonte, des appareils sanitaires, des blocs-portes, on peut facilement faire de la série, et même quand quand on travaille sur des gisements un peu disparates, on retrouve quand même des caractéristiques très, très standardisées, quoi. Voilà. Un bloc-porte de 93, ça ressemble beaucoup à un autre bloc-porte de 93. Voilà, donc ça c'est pour l'historique, et donc on a monté cette entreprise en 2021 en capitalisant sur les protocoles de reconditionnement qui ont été testés sur ce projet-là, et bien sûr en allant voir, il y a déjà un peu de littérature sur le projet FCRBE, je crois qu'il était déjà sorti. Voilà, donc on a pas mal en fait, pour trouver des protocoles de reconditionnement, des façons de travailler pour encadrer la qualité, on avait déjà pas mal de choses. Et alors, pour la petite histoire, en montant cette entreprise-là, donc on maîtrisait nos protocoles, on montait une plateforme avec des ateliers de reconditionnement. Donc on a appelé le CSTB en disant voilà, nous maintenant on reconditionne, merci de nous filer un signe de qualité, quoi. On a dit non, non, c'est pas conforme aux normes. Donc comment voulez-vous qu'on vous mette un tampon NF ou un tampon CE? Un ATEC? Non. Allez, un ATEX? Non. Bon, donc c'était le début, voilà. Donc on nous a dit. Vous voulez pas répondre? peut-être dans quelques années vous aurez un signe de qualité. Donc c'est ça qui est maintenant en cours et qui va nous aider. On en parlait tout à l'heure. Vous pouvez peut-être parce qu'il y a peut-être des gens qui n'étaient pas au Pecha Kucha, parler des questions de signe de qualité qui est en cours, même si vous ne pouvez pas tout dire. Non, mais oui, donc le signe de qualité, en fait, c'est un signe de qualité qui va être lancé par le CSTP, qui concerne les processus de reconditionnement des centres de reconditionnement. Donc le but, c'est de pouvoir permettre aux centres de reconditionnement de faire reconnaître la qualité de leur processus de reconditionnement. Et donc en fait, il y a un référentiel qui a été construit pour ce propos. Et donc ce signe de qualité va normalement être lancé prochainement. Donc comme je l'avais dit, mais il devrait y avoir une information dans quelques jours sur la date pour le lancement de ce signe de qualité. C'est une sorte de label. C'est toujours compliqué les termes signe de qualité, label. C'est le tampon, quoi. En fait, oui, c'est un gage de confiance. Nous, on appelle ça signe de qualité. Le terme exact, c'est signe de qualité, en fait. Alors, vous dire la différence par rapport à un label, c'est vrai que
il y a des différences, mais c'est obscur. Mais en fait, l'objectif, c'était de différencier par rapport à une certification qui, elle, va être un peu beaucoup plus contraignante. L'objectif, c'est aussi de s'adapter aux besoins des centres de reconditionnement et pas d'imposer un référentiel fort ou des contraintes très fortes. Parce qu'ils sont en plein essor. Je lisais un article de mon confrère François Ploy dans UC Magazine, qui disait effectivement il y a vraiment une vague, un essor quoi, du reconditionnement. Et du coup, on peut se dire, oui, et face il y a à besoin ça, de faire, c'est pas très joli, mais un tri ou une aide, une harmonisation. En fait, c'est vrai que c'est qu'il y a un essor de centres de reconditionnement et face à ça, il y a aussi des acteurs qui savent pas forcément quel gage de confiance accorder aux produits qui sont reconditionnés. Et du coup, finalement, cet objectif de signe de qualité, c'était un peu gagnant-gagnant. C'était d'un côté de pouvoir permettre aux centres de reconditionnement qui le souhaitent de valoriser la qualité de leur processus de reconditionnement et d'un autre côté de pouvoir faciliter les acteurs sur le marché quant au fait justement de toutes les questions qu'on pourrait se poser sur d'accord, on récupère tel produit reconditionné, mais alors comment est-ce qu'on est sûr qu'il est reconditionné tout le temps de la même manière? Bon, là, on peut s'appuyer. C'est ce qu'on fait finalement sur les produits neufs avec la certification. On s'appuie sur les certifications, on se dit, voilà, ça c'est vu dans le cadre de la certification, donc on peut faire confiance à la certification de ce côté-là, on n'a pas besoin de regarder cet aspect-là. Et là, l'idée, c'est de faire la même chose avec le signe de qualité pour les processus de reconditionnement. Et est-ce que ça va suffire aux assureurs, que ça va être parce qu'il y a aussi le produit, l'usage du produit, deux choses différentes. Ouais, pour rentrer un tout petit peu si on prend l'exemple d'un appareil sanitaire, pour rentrer un tout petit peu dans la technique de qu'est-ce qu'on fait en fait, qu'est-ce qu'on vérifie quand on veut certifier un matériau. Un appareil sanitaire, un lavabo par exemple, il va être mis sur le marché avec un marquage NF ou un marquage CE. Donc c'est le marquage qui prouve qu'il est conforme à une norme. Nous, quand on a lancé notre activité de reconditionnement, on s'est dit nous aussi on veut ce marquage NF. Et pourquoi on ne peut pas l'avoir? Tout simplement parce que dans la norme matériaux, qui est écrite par les industriels, vous avez des contrôles qui sont faits sur la matière première. Donc nous, on ne peut plus les faire, évidemment, puisque on réemploie des produits qui sont finis. Donc, on ne peut juste pas refaire ce contrôle-là. Pourtant, on applique tous les contrôles qui sont décrits dans la norme et qui sont faits sur les produits finis. Et en plus, parce qu'on ne fait pas, nous, comme font les industriels, c'est régler leurs machines on l'a pas dit en public tout ça, et on est tout à l'heure. C'est-à-dire que un industriel, quand il va faire des contrôles, il va en faire, je sais pas, une fois tous les 10 000 pièces. Oui, c'est ça. Il en fait une fois tous les 10 000 pièces, et l'idée c'est de vérifier que la machine n'est pas en train de déconner, mais à aucun moment on teste tous les matériaux. Nous, on va tous les tester en fait, parce que même si le lavabo on a deux lavabos qui viennent du même chantier, ils peuvent avoir été abîmés dans l'usage. Voilà. Donc on les teste tous un par un. Donc il y a un contrôle qualité qui est beaucoup plus fort que sur une ligne industrielle. Voilà. Et donc le seul truc qu'on ne peut pas faire, nous, c'est pourquoi on ne peut pas avoir ce marquage? Parce qu'on ne peut pas remonter à la norme. On ne peut pas faire tous les contrôles de la norme, notamment ceux qui sont sur la matière première. C'est pour ça qu'on aurait besoin d'une norme réemploi qui dit ok, comment on fait un contrôle sur un matériau déjà fini, quoi. Voilà. Alors, encore une norme. Du coup, c'est la perspective que nous donnent nos chers assureurs. Ils nous disent voilà, pour le moment, c'est cas par cas, appelez-nous dès que vous faites du réemploi et attention, ça va piquer. Peut-être un jour on aura des signes de qualité. En attendant, de toute façon, on va vous demander de respecter les meilleurs guides pratiques qui sont écrits par les gens qui savent. Et la perspective pour sortir de ça, c'est d'avoir des normes réemploi et on rentre dans la technique courante, il n'y a plus de sujet. Voilà, chaque acteur devra respecter la technique courante. Alors, de là à savoir si la technique courante ce sera du reconditionnement en usine ou d'autres façons de faire du réemploi, plus avec des architectes ou des bureaux d'études qui vont qualifier les produits et des entreprises qui vont appliquer un protocole sur un chantier, j'en sais rien, mais voilà, ça peut être les deux. Mais c'est ça un peu le sujet. Alors nous, comment on est sorti de ça?
Et ben simplement en discutant pendant 3 longues années avec notre assureur pour qu'ils nous disent bah ok en fait vos protocoles ils sont bons, ouais ils sont bons, c'est ça qu'il faut faire et bah on vous assure. Voilà. Et donc bah du coup on n'a plus trop besoin de signes de qualité puisqu'on a l'assurance. Enfin, en fait si vous voulez la crispation vient aussi quand s'il y a un sinistre sur un bâtiment, bah, il faut qu'on rembourse. Il faut que voilà, qu'on rembourse les travaux, qu'on fasse les travaux de correction et bah, qui va payer? C'est ça la question. Donc si vous avez un matériau neuf, il y a un constructeur, un concepteur et un fournisseur. Et tout va bien, il y a une personne dans chaque case. Voilà, une chaîne de responsabilité qui est parfaitement respectée, donc on va répartir le sinistre entre tout le monde. C'est déjà compliqué quand c'est du neuf. Exactement, c'est déjà pas facile. Même si, bon, il y a. Bon, en théorie, je devrais pas parler de ça, puisque j'ai dit tout à l'heure que c'est pas des sujets de décennale, mais bon, mettons. Et si vous avez plus un fournisseur de matériaux, que le réemploi, bah, c'est le maître d'ouvrage qui a fourni, ou on l'a trouvé, on sait pas trop où, il n'y a plus la traçabilité, ben, cet acteur disparaît, et c'est compliqué. Alors, on peut avoir un qualificateur qui vient faire ça, mais bon, si c'est un AMO réemploi, il est absolument pas assuré pour quoi que ce soit, donc il fait du conseil, hein, donc voilà. En plus, il est payé par le maître d'ouvrage, bon, on va voir les démissions, mais ça peut être un peu compliqué. Donc là, l'idée, nous, c'est avec cette assurance produit, la même que nos fournisseurs habituels, c'est le même contrat, on remplace cet acteur-là. Enfin, on vient prendre la place du fournisseur et il n'y a plus de sujet assurantiel. On prendra notre part comme un matériau neuf. On sent que il y a une montée en puissance. Vous répondez, la filière commence à répondre un peu à ces problématiques, pas complètement, mais quand même, on se dit, à vous écouter, on pourrait en faire plus quoi du réemploi. Si ce n'est ce que vous disiez sur et moi quand j'entends Hervé, il dit, moi mon radiateur, on me demande une question de, c'est pas si simple non plus de faire concorder un gisement d'un maître d'ouvrage qui pourtant finalement volontaire, on va dire, qui a un AMO homogène en fait. et homogène, enfin, et donc il y a quand même, c'est quand même aussi une question de flux et d'opportunité. Comment on peut, peut-être les maîtres d'ouvrage et les archives, si vous voulez intervenir, comment vous aimeriez travailler autrement Est-ce que Plutôt l'exemple d'un échec récent, justement, avec Sarah. ça peut être intéressant? Mais c'est intéressant. Alors, je ne vais pas citer la commune, parce que par ailleurs, c'est un super maître d'ouvrage public, une commune au nord de Rennes, où effectivement il y avait des emplois. Donc là, pour le coup, c'est de la co-traitance, l'équipe de maîtrise d'œuvre. Hein, donc, c'est pas de la MO réemploi, c'est l'équipe qui était en co-traitant de l'équipe de maîtrise super directeur réemployable. Il y avait plus ou moins un gisement, en gros, et en fait. C'est un projet qui a été assez rapide, ceci dit, en études. C'était assez, on a quand même pas mal de projets. Des fois, le temps long, ça permet aussi d'intégrer ça. C'est peut-être un peu trop court par rapport à ça, parce qu'il y a eu des crispations assez tôt, non pas tout de suite, ça, en phase pro. Il y a eu des crispations en phase pro, effectivement, où, alors peut-être mais à coup pas, il y a eu un manque de pédagogie de notre prise d'œuvre et peut-être bureau. Mais vis-à-vis du maître d'ouvrage, qui s'est assez sur les questions d'assurance. Sur les questions de disponibilité, sur l'histoire de la mission passe réemploi, effectivement, qui a contrôle, et même si le montant, ça l'a. Initialement, on avait quand même. On a mis tous les sanitaires, tous les menuiseries intérieures, on avait mis les luminaires, on avait mis aussi tout le mobilier intérieur. Il y avait une ambition qui était forte, mais quand on a parlé assurance, il a fallu mettre en place des protocoles et dire certains matériaux, pas de problème, et d'autres où il va falloir pousser. Et en fait, ils ont dit, tabla rasa, il n'y en aura aucun. Et... Je vais essayer de me faire un deuxième Pitcha. J'ai vraiment plein de réponses à vous donner là. Je vais essayer de le faire hyper succinctement et court. Alors nous, mission passe réemploi, un matériau facile, ça peut être une requalification très facile et très rapide. Des matériaux complexes, ça prend beaucoup plus de temps. Voilà. Un assureur, c'est une personne, c'est un ingénieur. Là-bas, ils ont des bureaux internes d'ingénieurs chez eux. Vous venez le voir et puis vous leur dites on a envie de faire du réemploi. Et ils vont se poser plein de questions. Si demain vous allez avec votre dossier, votre protocole de requalification, et vous leur dites j'ai envie de faire du réemploi, je vais faire ça, je vais trier comme ça, je vais faire cet essai, je vais réaliser les choses de cette manière-là, je vais faire ça comme ça, et là il aura plus de chances de vous suivre et peut-être même qu'il vous donnera pas de surprime. J'étais en visio pour le projet Pyramil
à Nantes cette semaine avec une équipe. Je leur ai dit, bon, bah, vous n'êtes pas encore à un niveau stade assez mature pour aller voir vos assureurs. Montez votre cahier des charges de requalification, ayez une idée sur vos protocoles et allez voir tous vos assureurs. Ça éviterait qu'ils vous bloquent. Voilà. Ensuite, ce qui est difficile pour un maître d'ouvrage à l'heure actuelle, c'est de réussir à quantifier tous les coûts et de mesurer toutes les difficultés. Si on dit dans un CCTP, l'ensemble de la requalification sera à la charge de l'entreprise, il aura du mal à quantifier l'économie globale du réemploi. Si on a en avant-projet une vision globale de tout ce qu'il y a à faire et la charge humaine et la production de documents qu'il y a derrière, on peut quantifier les choses. Dès lors que c'est explicite dans les pièces marché, l'entreprise qui répond à une pièce marché se doit de répondre aux documents. Plus c'est explicite, plus il est en capacité d'être dans le devoir de réaliser les choses. Sur une centaine de missions passerelles emploi que l'on a, il ne faut pas se leurrer, je pense qu'il y en a qui vont être abandonnés. C'est dramatique pour le maître d'ouvrage, parce qu'il va payer un passerelle emploi quelques milliers d'euros, il va payer des études. Ça coûte combien le passerelle emploi ? Autant passé. Ça peut aller un peu moins de 2 000 euros, comme ça peut aller à 10 000 euros. Si on fait du réemploi de charpente de bois, treillis, si on a des garde-corps, si on a des porte-coups-feu, si on a 20 produits équipements matériaux qui vont nous solliciter 15 heures par produit, et ben on le chiffrera au temps passé. Voilà. Oui, non, j'allais dire, comparativement au coût d'un bâtiment, c'est vrai que ça reste rien. C'est ça. D'un bâtiment de quelques millions d'euros qui peut durer 10, 20, 30 ans. Exactement. Retour d'expérience, les projets qui sortent, c'est ceux où la matière est déjà, le maître d'ouvrage est déjà propriétaire de la matière. Parement de marbre de réemploi, il ne va pas se racheter une façade parce qu'il va remettre le parement de marbre qu'il a déjà en possession. Il va juste payer la requalification qui va peut-être être moins cher ou peut-être un petit peu plus cher que les produits neufs. J'ai envie de dire autre chose aussi, un point qu'on n'a pas dit, c'est la sécurisation de la propriété de la matière de réemploi. On a des projets où en cours de requalification, le matériau, il est vendu. Alors qu'on a commencé à mettre 10-15 000 euros sur la table en guise de protocole parce que le client, le propriétaire de la matière a trouvé quelqu'un qui était prêt à lui acheter le mois prochain. Alors qu'on fait une requalification 3 ans avant la réalisation. Ça, c'est une chose. Après, on a d'autres projets où en phase de requalification, en phase finalisation de requalification, le propriétaire du matériau dit « Ah bah en fait, mon matériau, il a de la valeur, donc ça va être plus cher, parce qu'il a de la valeur. » Et à la fin, ça peut ruiner un projet parce que ça ne rentre plus dans l'économie du projet. Et là, je vais pas encore parler de technique et puis autre. Voilà. Il y a des projets où l'on fait la requalification, les pièces marchées sont ficelées, elles sont propres, nickel, avis favorable sur des projets complexes, Lyon Saturbois, sur R+2 et compagnie. On y est, paf. Première réunion de chantier à Clermont, je veux pas citer les pros, plutôt retour d'expérience. Et première réunion de chantier, le charpentier a 1 mois pour trouver la ressource bois. Il ne sait pas où trouver la ressource, il n'a pas de réseau, il ne sait pas comment requalifier les murs saturbois. On lui demande 10% de son bois dans l'ouvrage. En fait, en vue du planning du chantier, en fait, il a 1 mois pour la trouver simple. Donc, et si je peux terminer... Ça veut dire qu'il manque des trous dans la raquette et voilà, c'est ça. Quand même. Alors, une petite conclusion, et après on laisse la parole à tout le monde. Je pense qu'on a réussi à avoir les feux verts sur toutes les étapes du réemploi, mais tous les projets ont un feu orange ou un feu rouge qui fait déconner le processus. Ça, c'est clair et net. Et si on arrive à avoir une visibilité sur la technique, et donc sur les coûts, et donc sur le planning, et donc sur le côté assurantiel, eh bien, faut pas se leurrer, le réemploi, c'est cher parce qu'on passe du temps et on traîne sur des choses. Moi, je suis sur une affaire, j'ai plus de 20 heures d'aller-retour, d'avis suspendus et compagnie, parce que ça traîne. Et le réemploi, ça ira en fluidité si on arrive à avoir une visibilité autant technique, assurantielle et compagnie. Et dernière chose que je peux dire, et je laisse la parole, commencez par des réemplois faciles. Faites-vous la main sur un réemploi facile qui ne demande pas grand-chose de requalification. Faites-vous confiance. Et ensuite, derrière, allez sur plus de réemplois faciles. Et après, peut-être attaquez-vous sur un complexe en ayant gage de compétences en interne. Mais rien de plus dramatique pour un maître d'ouvrage de lâcher de l'argent alors qu'il aurait pu le mettre ailleurs. Et qui paye des gens pour finalement aucun résultat. Et nous, en tant que bureau de contrôle, on propose notre service d'admission, mais on ne peut pas faire les dossiers. On essaye d'être maintenant en anticipation, en sachant quoi demander. Ce n'était pas le cas il y a plusieurs mois, plusieurs années. Mais maintenant, on essaye de, si ça foire, et on essaye
de se dire on a fait le maximum en tout cas de notre côté. Ouais, on sent qu'il y a un grand besoin de retour d'expérience c'est bien, c'est pour les journalistes ça. Ça me réjouit. Et des sujets critiques aussi, parce que pas toujours des sujets waouh c'est super, ça a marqué. Ce qui est intéressant c'est de dire, comme vous disiez, là où ça ne pas. Vous vouliez peut-être intervenir sur... non. Ouais, un petit ratio, 1000 euros d'études, c'est 10 WC. Non mais c'est vrai que des fois on voit des projets comme ça où il y a eu beaucoup d'investissements en phase d'études, des diagnostics, du temps de maîtrise d'œuvre, de bureau de contrôle, d'AMO, etc. À la fin c'est plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros sur des gros projets. Et en fait, on aurait mis ça dans l'achat de matériaux de réemploi, on faisait un super projet, mais de dingue quoi. Voilà. Et alors, donc je finis, je sais pas que j'ai le micro, je finis là-dessus, c'est nous on a mis en place cet outil là. Notre gros problème, c'est de trouver des débouchés. C'est notre gros problème. Voilà, on cherche des projets qui veulent bien nous acheter des matériaux. C'est tout simplement. Voilà, on a 400 tonnes de matériaux en stock et notre plateforme elle tourne à 20% de ses capacités. Donc il faut y aller quoi. C'est fou parce qu'on a l'impression que c'est comme si tout le monde était un peu en rang disperse. Enfin, pas très ordonné dans vos métiers, mais comme si avec le bilan, quoi, finalement, entre ces acteurs qui ont fait avancer énormément le sujet, parce qu'il y a matière, quoi. Mais bon, il y a quand même des problématiques non levées et un manque de lien et d'interconnexion entre les personnes. Et ce que j'ai entendu, je vais passer la parole à Anthony. Alors, je ne connais pas trop en rédaction CTP, mais j'ai l'impression que les pièces de marché, c'est une grande importance dans ce que j'entends. Et je sais pas, c'est la question la plus sexy du jour. Mais... non, je voulais juste revenir sur un volet parce qu'on a parlé de blocage technique assurantiel. Il y a aussi, nous, on a rencontré un blocage qui est plus compliqué peut-être peut-être plus simple à renverser, mais un blocage psychologique de la part de certains maîtres d'ouvrage sur cette question du réemploi, et on l'a vu sur Grande Prairie, notamment par les opérateurs privés, qui pourtant sont des acteurs qui développent pas mal le réemploi, notamment dans les bureaux. On parlait tout à l'heure des moquettes, ce genre de choses, des revêtements de sol. Ils le poussent dans les bureaux, et alors dans les logements, c'était hors de question pour eux de mettre en place des sanitaires issus du réemploi, pour la raison qui nous est exposée de dire quand on vend un logement à plus de 4 000 € du mètre carré, on va pas mettre des choses qui sont issues du réemploi. Donc, l'esthétique aussi, hein, beaucoup. Non, mais c'est pour parler aussi de ce blocage qui est encore prégnant, alors qui va évoluer, parce que je pense que quand on arrive à montrer qu'il y a des projets qui fonctionnent, quand on arrive à montrer que c'est attractif, voir qu'on peut aussi gagner un peu d'argent sur ces questions-là, demain les opérateurs ils vont s'en saisir, ils vont le mettre en place, mais il y a vraiment, quand on l'a mis en place en 2021 sur les premiers ateliers, on a rencontré ce genre de blocage. C'est juste pour dire que des fois l'humain est complexe. Et sur les questions de marché, alors là, je suis pas du tout un spécialiste de ces questions, malgré le fait que j'en fais. On a nous une vraie réflexion qu'on est en train de mener sur la question du réemploi sur les espaces publics. Mehdi t'en parlait tout à l'heure, on n'est pas forcément les plus avancés sur ces questions-là. On voit à droite à gauche qu'il y a des thématiques qui se développent sur ces questions-là. On a peut-être aussi moins de contraintes sur la question assurantielle sur les espaces publics. En plus de ça, on a des acteurs qui se structurent. Il y a Greenstone qui était là, qui est en train de présenter son pavé de réemploi, Sans Détour qui fait du mobilier là, à partir de fenêtres, détournements d'anciennes fenêtres. Donc on a des acteurs qui se structurent. C'est sans doute aussi plus facile. Aujourd'hui, on a en plus une collectivité qui nous pousse sur ces questions-là. Et là encore, on rencontre un petit biais psychologique où l'humain, parfois, il faut qu'on arrive à le convaincre. C'est sur les gestionnaires qui vont nous dire que la pièce de rechange, ils l'auront pas parce que c'est une pièce unique. Parce que en termes de durabilité, ils sont pas en mesure on n'est pas en mesure de garantir cette durabilité. Donc il y a aussi ce travail à faire. Je suis assez convaincu par l'exemple, on va réussir à vraiment travailler cette question-là. Puis aussi de détourner un garde-corps pour en faire un accroche vélo, ça c'est aussi avoir une ville qui est pas forcément uniforme
et qui ait accepté qu'elle ait du mobilier qui varie en fonction de l'endroit où on va. Donc là, il y a un vrai travail à faire aussi sur cette approche. Et j'ai pas répondu aux questions du marché. Non, mais c'est vrai qu'elle était plutôt adressée à Hervé finalement, parce que c'est sympa. Je m'en suis bien sorti sur ça. Si t'en es bien sorti, parce que les pièces de marché, c'est plutôt toi que. Mais je rebondis juste sur effectivement sur les revêtements de sol, c'est un peu c'est un peu un point de départ relativement facile, je trouve, pour le réemploi. C'est-à-dire tout ce qui est pavage, vieilles bordures, pierres, tuiles concassées, etc. Ça, c'est des choses qu'on a mis en place, nous, il y a pas mal d'années déjà. Et c'est vrai que on peut commencer par ça, et c'est vrai qu'en termes d'assurance, moi, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Ni même avec les bureaux de contrôle. C'est relativement simple à valoriser et à décrire dans la CCTP. Alors, je rebondis dessus, mais oui, à valoriser dans la CCTP quand il y a des gisements proches, soit démolition d'un bâtiment, et donc on reconstruit dessus, et là on a des gisements, c'est relativement facile à décrire, ça aussi. Alors, je me permets juste d'intervenir parce qu'on parle de pavés et de bordures. Donc ça, c'est vieux comme le monde, ça c'est toujours fait. Là où le curseur est poussé plus loin ici, c'est qu'on parle de croûtes d'enrobées, de dalles béton sciées, qui ne sont pas des matériaux courants en termes de revêtement de sol, et qui vont poser des questions de tenue dans le temps, et de résistance à la charge. Et là, c'est ici là où on questionne ce nouveau gisement. Parce que, mine de rien, c'est le gisement qu'on va avoir à 70% maintenant. Parce qu'on est bitume. Parce qu'on a bitumé et qu'en dessous il y a les pavés d'ailleurs, on peut ressortir des pavés sous le bitume, mais que les pavés, la mécanique elle est en route, il y a un super acteur sur le territoire, ça se réemploie très bien. Mais l'enrobé, les dalles béton, on a dans beaucoup de projets où il n'y a pas eu la chance d'avoir des pavés, et là qu'est-ce qu'on en fait? Donc le recyclage n'est pas toujours la solution, on peut réemployer, et c'est la preuve qui a été faite ici, mais les planches d'essai vont servir aussi à montrer qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On voit déjà que l'enrobé, il commence un peu à s'affaisser, qu'il y a des petites fragilités. Donc, c'est pas toujours... Enfin, ça dépend de la matière, en fait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sur les pièces marchées, et notamment sur le sujet du reconditionnement, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire rentrer dans un CCTP pour flécher et peut-être aussi décrisper, que ce soit les entreprises ou que ce soit les maîtres d'ouvrage, sur le sujet du reconditionnement? Disons que l'exemple qu'on fait sur avec Espacie La Courrouze, oui, on a décrit dans les pièces marchées au lot CVC plomberie les fameux radiateurs. Donc avec le gisement, on l'a identifié. Il n'y a pas eu de difficulté pour le coup à décrire précisément ça. Quand il est identifié, c'est plus simple que si on doit... Moi, je ne suis pas partisane de dire aux entreprises, allez le trouver quand le marché de travaux est lancé, qu'on a des tenues de chantier, des temps de chantier super contraints. Là, pour moi, on fonce dans le mur. Mais Et d'ailleurs, du coup, ça n'a pas été une difficulté. Là où j'ai été étonné, c'est que souvent, les services marchés des collectivités ou des bailleurs nous enquiquinent sur le fait de citer une marque, et il faut toujours mettre ou équivalent. Et là, pour le coup, j'étais très étonné, on n'a pas du tout eu de problème. Alors qu'effectivement, c'était clairement cité, la provenance, vous allez vous servir là, etc. Bon, c'est tout juste s'il n'y a pas de prix en face, mais... C'est un des points de difficulté quand on a la rédaction des pièces marchées, notamment sur les marchés publics, de flécher un fournisseur et d'indiquer que c'est là qu'ils doivent se fournir. Mais c'est pas impossible. Mais par contre, la maîtrise d'ouvrage, nous, elle a pris peur pour la commune en question, parce qu'on lui a proposé d'acheter les matériaux en amont pour sécuriser les gisements, pour que les études derrière puissent suivre, et qu'on n'ait pas de problème de réserve et d'assurance. Mais du coup, elle a dit, bah non, moi, c'est pas mon habitude d'acheter en avance des matériaux, c'est les entreprises qui achètent. Ça aussi, ça fait partie de ces blocages. Alors, je voulais ajouter un petit mot. Voilà, mon rôle à moi n'est pas d'écrire les pièces marchées, mais d'y répondre. Donc, on voit bien quand même les difficultés qu'on peut avoir. J'ai parlé tout à l'heure de la Grande Halle de Colombelle. Le gros sujet, c'était le lot réemploi. Alors là, ça demande du boulot en phase conception, parce que il faut ajouter un lot réemploi dans son marché de travaux, qui va dédier en fait l'ensemble des tâches liées au réemploi à un groupement ou à une entreprise qui va répondre à ce lot-là. Donc ça, pour nous, c'est super, parce qu'en fait, il y a plein d'avantages. Vous allez avoir de la mutualisation sur tous les matériaux qui vont être traités. Vous avez un seul interlocuteur, c'est beaucoup plus facile à encadrer. Le fournisseur des matériaux va être là depuis le début du chantier.
et pas quand l'entreprise va enfin décider de l'appeler, c'est-à-dire environ 15 jours avant de poser le matériau. Et là, c'est un peu tard pour le reconditionner. Donc voilà, c'est un super avantage. Moi, sinon, donc, laisser les entreprises responsables d'aller chercher les matériaux, ça c'est compliqué. Parce qu'on les voit, nous, ils nous appellent trop tard, ou ils nous appellent jamais, ou ils nous appellent, on fait un prix, puis ils multiplient par 4. Bon, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut ne pas marcher. Peut-être un petit indice sur le sujet de la rédaction, vraiment. On a beaucoup parlé de protocole de reconditionnement. D'écrire un protocole dans une pièce marché, c'est-à-dire, bah voilà, vous faites ci, vous faites ça, vous faites. Voilà. Bref, c'est pas forcément le meilleur moyen pour obtenir le matériau avec la qualité qu'on veut. Parce que l'entreprise peut toujours dire, bah, j'ai appliqué votre protocole, et voilà ce que j'ai obtenu, c'est votre protocole qui est pas bon. Moi, j'ai fait mon boulot. Et la qualité n'est pas là. Donc, on peut écrire des protocoles pour dire comment il faudrait faire idéalement, mais ça n'empêche pas de décrire le niveau de qualité que l'on veut obtenir à la fin. Avec et là, bah, voilà, il y a un bureau de contrôle qui peut aider, il y a l'architecte qui peut dire quel est le niveau de qualité esthétique, ou voilà, il y a le bureau d'études, si on parle de radiateur, qui va vous demander un certain nombre de caractéristiques techniques. C'est plutôt ça qu'il faut aller chercher et décrire, et c'est là-dessus en fait qu'on va pouvoir, avec des critères très factuel, dire bah ok, je peux réceptionner ce matériau parce que il est pas rayé, il est bien repeint, il n'a pas de bosse, enfin je sais pas, il est à la bonne température, à la bonne puissance. C'est ça qui va permettre de réceptionner un matériau et de pouvoir dire à l'entreprise bah non, il manque quelque chose, refais ton boulot, quoi. Voilà, ça c'est un petit sujet qu'on a vu pas mal. Du coup, en réaction par rapport à ce que tu disais, Sarah, et à l'intervention tout à l'heure qu'il y a eu notamment par rapport à la question des plateformes de stockage de réemploi. Donc, tu disais qu'il fallait identifier le gisement pour qu'il y ait plus de facilité de pouvoir les réemployer sur les chantiers, donc les identifier au moment de la démolition. Et est-ce qu'il y aurait une possibilité de pouvoir intégrer les plateformes de réemploi comme sous-traitants des entreprises dans le travail d'échange avec les entreprises, peut-être pas directement la rédaction du cahier des charges, mais à ce niveau-là, puisqu'il y a un sous-emploi du nombre un sous-emploi des plateformes, ou plutôt un sous-emploi des matières qui sont stockées par les plateformes, mais qu'on a du mal à avoir une ressource sur les chantiers, et donc je me demande comment ça se fait qu'il n'y ait pas ce lien-là qui est fait quelque part. C'est une bonne question, excellente question. Si on y avait la réponse, on n'aurait plus de problème, je pense. Mais moi, je pense qu'il y a un sujet, c'est justement de l'entreprise qui est entre les deux. En fait, il y a quand même pas mal d'entreprises qui vont pas, quand vous leur demandez directement du réemploi, ils vont pas forcément aller chercher dans les plateformes. Ils vont essayer chez eux, ou ils vont demander à leur fournisseur habituel. Il y a un gros, enfin nous on est, enfin bah oui, évidemment. Le sujet de la marge, ouais, absolument. Donc quand vous faites des travaux, quand l'entreprise répond, elle fait un prix global, forfaitaire, fourni, posé. Comment est construit ce prix? Avec de la main-d'œuvre. En général, sur la main-d'œuvre de pose, il n'y a pas beaucoup de marge de fait. Et par contre, la marge de l'entreprise, elle est faite sur la revente du matériau. Donc c'est le prix, c'est le coût d'achat du matériau, une marge dessus, et de la main-d'œuvre. Et quand vous lui dites, bah voilà, vous allez juste poser et il y a quelqu'un d'autre qui va fournir le matériau de réemploi, c'est crispant parce qu'il y a dans la tête, mais c'est juste un frein psychologique parce qu'en fait, mais ma marge, elle a disparu, quoi. Donc, dans l'analyse des offres, se dire, ok, la pose est un peu plus chère parce que je vais intégrer la marge dans la pose et pas dans la fourniture, c'est un sujet. Après, c'est juste aussi simplement une question de prix et de marché. Nous, on a les mêmes fournisseurs pour nos pièces détachées, par exemple, que nos clients entreprises. On connaît les prix en fait des matériaux neufs très bien, c'est notre métier. Donc on essaie de se caler là-dessus, quoi. Donc en théorie, il n'y a pas de qualité égale, il n'y a pas trop de sujets sur le prix. Ouais, c'est de la sensibilisation et beaucoup humain en fait. Nous on travaille avec des entreprises de plomberie sanitaire par exemple. Une fois qu'elles ont compris la démarche, alors souvent elles sont demandeuses parce que il y a une démarche RSE, etc. Une fois qu'elles ont rentré en dialogue et en fait qu'elles ont compris que ça peut fonctionner, il n'y a plus ces freins-là. Mais quand c'est la première fois qu'on fait du réemploi
et que c'est imposé dans un cahier des charges, ça coince un peu. Je pense qu'il peut y avoir un frein aussi parfois parce qu'il y a des entreprises qui vont juste être opposées au fait de mettre en œuvre un produit qu'ils n'ont pas choisi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une garantie en se disant, bah d'accord, mais moi en fait on m'impose un produit dont je ne connais pas les performances. Derrière moi, c'est moi qui me pose, c'est moi qui en prends la responsabilité. Et donc s'il y a s'il y a un problème, finalement on va se retourner vers moi et moi j'ai pas choisi ce produit-là. Donc je pense qu'il y a aussi cette difficulté-là de confiance et puis c'est pas leur manière de fonctionner initialement en fait. Enfin, les entreprises elles vont chercher leurs produits et elles font la mise en œuvre et elles s'engagent sur ce qu'elles font. Et donc là c'est voilà. Ah bah. Ah il Ouais. remarche. Je vais essayer d'être précis parce que j'ai fait mon petit tour des plateformes dès que je peux quand je suis en déplacement. Comment je peux être précis? Les plateformes, c'est un peu à l'inverse des fabricants. Le fabricant va être le plus sachant et le plus connaisseur de son propre produit parce qu'il le fabrique et il le fait en série et il a tous les projets de France qu'il appelle pour savoir comment il peut mettre en œuvre son produit. Une plateforme, c'est l'inverse. Ils vont être sur un endroit donné, ils vont récupérer 60, 70, 80, 120 types de produits complètement différents, du bois, du carrelage, de la moquette. Et ensuite, ils sont dans des modèles économiques qui ne leur permettent pas déjà d'avoir un ingénieur en interne. Déjà qu'ils ont du mal à avoir un modèle économique qui leur permet d'aller encore plus loin que le sourcing. Et j'avais la possibilité, il y avait des discussions pour que je puisse faire du passe-réemploi directement dans une plateforme. Ce qui est fait n'est plus à faire. Et on peut commencer la requalification déconnectée à un projet. Comme ça, dès lors qu'on arrive en exécution et qu'il y a très peu de temps, il y a 75% du travail qui est fait ou 100% du travail. On a été bloqué par de l'économie et surtout qu'il y avait un frein aussi, c'était que une requalification ne va pas être la même sur une petite maison que sur un R+10 ou un ERP de premier groupe ou une maison de retraite. On va mettre les curseurs sur la requalification plus ou moins haut en fonction du classement et du type d'ouvrage. Et on est confronté à une réalité où est-ce qu'on va engendrer des coûts sur une requalification en amont alors que possiblement qu'on a fait de la surqualité en requalification au niveau de la plateforme alors qu'on aurait pu être beaucoup plus rapide et efficace et moins cher si on avait su la destination. Voilà le contexte de la plateforme de réemploi à l'heure actuelle, mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais j'ai envie d'être positif, parce que souvent quand je fais les tables rondes, je suis un peu la personne qui tue un peu les rêves, mais il y a des projets qui sortent. Hein. Je suis désolé, hein. Il y a des super projets qui sortent où tout se passe bien. On arrive à mettre de la charpente bois de réemploi, on arrive à faire des faux plafonds, on arrive à faire des garde-corps, on arrive à faire des choses vraiment magnifiques. Chaque réemploi fait est une avancée pour l'environnement. Et je suis désolé, il y a des projets qui sortent et il vaut mieux retenir le succès et apprendre des erreurs et ne pas rien lâcher parce que le fil rouge, c'est les recommandations professionnelles, entre autres. Dès qu'elles sortiront, comme les règles ProPaille sont sorties pour la paille, tout le monde s'est mis d'accord sur une manière de faire et on a enlevé le processus assurantiel dans le lot parce qu'on était de toute façon automatiquement tenu compte. Ce qui va faire avancer le réemploi, c'est les recommandations professionnelles et les fabricants. Parce qu'il y a des fabricants qui acceptent de récupérer leurs produits, de les faire revenir dans leurs usines, les faire repasser, je pense à Rockwool, voilà, je les cite parce que j'ai fait une supervision avec eux où finalement ils font un travail courageux, c'est avec le panneau photovoltaïque, ils sont obligés de déposer plein de toitures qui ne peuvent plus réceptionner les fameux panneaux photovoltaïques. Il y a plein de panneaux Rockwool qui ont 2, 3, 4, 5 ans, ils les réutilisent, ils les remettent en doublage de double pot, recommandations professionnelles ou ardage métallique. Et là, pour le coup, ils sont courageux à récupérer la matière, les refaire passer dans leur usine et les revendre à la suite en prenant la responsabilité de leur propre matière qu'ils ont eux-mêmes créée. Et pour moi, il y a un avenir aussi du côté des fabricants et c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Voilà.